Vous êtes secrétaire d'État chargé de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations. Le gouvernement prépare une nouvelle loi immigration et vous dévoilez aujourd'hui vos pistes de travail en matière d'intégration. On va y revenir dans un instant, mais avant j'aimerais avoir votre réaction sur le comportement du député LFI de Loire-Atlantique. J'imagine que vous avez suivi cette histoire qui a suscité beaucoup de réactions dans la classe politique. Andy Kerbrat, c'est son nom. Il a été arrêté ce week-end après avoir acheté de la drogue à un mineur. Il a reconnu les faits, hein, il s'est excusé et il a dit qu'il se mettrait à la disposition de la justice. Je vous propose d'écouter la réaction de Sandrine Rousseau, députée Europe Écologie Les Verts, qui était tout à l'heure l'invitée de BFM TV. Je l'ai défendu parce que je pense que la lutte contre la consommation de drogue ne peut pas passer par la criminalisation et la stigmatisation des consommateurs. C'est tout le contraire, c'est un enjeu de santé publique majeur, premier. Il y a énormément de consommation en fait dans tous les milieux en France. Et aujourd'hui, la question c'est comment on accompagne ces personnes qui se font du mal à elles-mêmes avant toute chose et comment on fait en sorte qu'elles puissent entrer dans un parcours de soins quand elles subissent des addictions. Alors, je précise qu'il a expliqué effectivement qu'il voulait se battre contre cette addiction, qu'il allait suivre un parcours de soins et il évoque des problèmes personnels et des fragilités psychologiques. Est-ce qu'il faut le traiter comme un criminel, enfin en tout cas un délinquant ou comme un malade qui a besoin de soins? Il y a des lois dans notre pays et nul ne peut s'y soustraire. Il y a des règles, donc c'est normal qu'elles soient appliquées. Et je vais vous le dire aussi clairement, la drogue est un poison. Un parlementaire a un devoir d'exemplarité. Nous sommes en guerre contre le narcotrafic, qui aujourd'hui gangrène la vie de beaucoup de nos concitoyens et qui vraiment, sur certains quartiers, pèse très lourd dans le quotidien des habitants. Et donc, ce n'est pas acceptable. Il peut rester député ? S'il doit y avoir des poursuites, puisque la loi les prévoit, c'est tout à fait normal. Et est-ce qu'il peut rester député ? Ça, c'est à lui d'apprécier. Mais évidemment qu'aujourd'hui, l'exemplarité que doit avoir un député, elle est compromise. Charles, Nora, que vous inspire cette polémique autour de ce député? Non, mais d'abord, moi, je considère effectivement qu'il devrait démissionner parce que c'est quand même pas glorieux d'acheter de la drogue à un dealer dans la rue quand on est député. Ça me paraît compliqué, d'autant qu'il a eu des déclarations sur ses grandes réalisations contre le trafic de drogue. Donc, c'est doublement bizarre. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est la réaction de Sandrine Rousseau, une réaction très compassionnelle. C'est-à-dire que le moindre homme politique de droite dit un truc de droite, elle réclame sa démission et son incarcération. Et quand un député de gauche achète de la drogue dans la rue, il doit être accompagné pour aller vers un parcours de soins. Et il ne faut pas stigmatiser ni criminaliser les consommateurs. Elle a salué son honnêteté. Elle a dit voilà, il est conscient qu'il a des difficultés avec sa consommation de drogue. Il est conscient qu'il doit rentrer dans un processus de soins. Écoutez, il faut l'accompagner. Si on veut, l'avantage, c'est qu'il a quand même posé qu'il avait un problème avec ça. Oui, on va pas criminaliser tout le monde. C'est charmant, mais non, c'est pas charmant, c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens malades. Si vous avez, bien sûr, ils sont tous malades. Les consommateurs de drogue à Paris sont tous très malades. Il faut absolument que il y a la question de la prise en charge. Il y a aussi des gens un tout petit peu légers qui on s'en foutent un petit peu. Donc moi, je pense qu'il faut évidemment criminaliser et stigmatiser une partie, en tout cas des consommateurs de drogue, qui consomment sans penser aux conséquences que ça a, la consommation de drogue, puisque effectivement, ça tue ceux qui font des overdoses, ça tue ceux qui participent au trafic, ça met des gamins de 13 ans dans les trafics sur le territoire français, ça tue des gens dans les pays de production de la drogue. Donc, excusez-moi, la réaction compassionnelle de Madame Rousseau me paraît très en dessous de ce qu'il faudrait faire. Et moi, je pense qu'il faut criminaliser la consommation de drogue aussi. Non, mais en fait, à un moment, on a beau criminaliser la consommation de drogue, on n'a jamais vu autant de consommateurs. Mais elle n'est pas criminalisée. Et c'est ça, en l'occurrence, si. Enfin, il y a des gens qui sont... renseignez-vous. Écoutez, on voit bien qu'il y a des consommateurs aujourd'hui... condamnés par la justice pour consommation de drogue ? Qui sont effectivement pris en charge par la justice. Enfin, là, en l'occurrence, il se met à disposition. Oui, parce qu'il est député. Enfin, non, mais parce que en fait, il prend tout le temps de parole. Donc, en fait, du coup, on peut pas débattre. Vous voyez bien, Perrine, je vous entends bien. Mais en fait, là, on a quand même un vrai sujet, qui est un sujet de santé publique, qui effectivement a des conséquences qui sont extrêmement larges, notamment sur les jeunes qui consomment. On peut pas juste balayer ça en disant on va mettre tout le monde en tôle, quoi. On aura l'occasion de toute façon d'y revenir, Nora,
un petit peu plus tard dans la soirée. Et Charles, je vous interrogeais maintenant parce que après vous nous quitterez. Donc on a eu votre position. Othmane Nasrou, revenons à vos pistes de travail donc en matière d'intégration que vous dévoilez ce matin dans le Parisien. D'ailleurs, intégration, vous préférez le terme assimilation. Vous dites dans le Parisien, j'assume ce mot. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot assimilation ? D'abord, je veux vous dire que c'est le mot qui est prévu dans le Code civil. Mais qu'est-ce que vous mettez derrière ? Et moi, je ne veux pas avoir un débat sémantique. Le message, il est très clair. L'intégration, c'est un défi. C'est une exigence et c'est une chance. C'est une exigence parce que plus on est exigeant en matière d'intégration, et oui, avec le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, nous serons plus exigeants. Ce sont les pistes de travail que j'ai indiquées, que vous avez mentionnées. Nous avons besoin de renforcer cette exigence parce que c'est aussi donner une vraie chance à ceux qui arrivent sur notre territoire. Et je vous le dis simplement, ça n'est pas qu'un sujet économique. On ne fait pas nation simplement en ayant un emploi et un logement. L'assimilation, ça veut dire s'approprier une langue d'abord. Voilà, c'est ça ma question sur l'assimilation. Parce qu'on va revenir sur les pistes de travail qui sont très intéressantes à évoquer dans un instant, mais juste sur ce concept d'assimilation, parce qu'effectivement la sémantique est importante. Vous savez qu'on ne met pas la même chose derrière l'intégration et derrière l'assimilation. L'assimilation, c'est le fait de renvoyer à l'abandon de la culture d'origine de l'étranger qui devrait épouser la culture de son nouveau pays, alors que l'intégration, c'est ce mélange des cultures. Donc vous assumez ce terme d'assimilation. Oui, mais je ne partage pas la description que vous en faites. La réalité, c'est que nous avons dans notre pays un socle culturel et surtout un socle de valeurs que chacun doit s'approprier. Il y a des principes dans notre pays qui ne sont pas négociables. Je pense à la laïcité, je pense à l'égalité entre les femmes et les hommes, je pense à la mixité aussi entre les femmes et les hommes. Ce sont des principes que chacun doit s'approprier, que chacun doit faire sien. C'est l'intégration, Othmane Nasrou, c'est pas l'assimilation. Pourquoi vous utilisez ce terme ? Appelez-le comme vous voulez. C'est important parce que je vous dis simplement qu'aujourd'hui... Mais Othmane Nasrou, vous, comment vous définissez assimilation versus intégration ? Dans l'intégration, ce principe de laïcité, d'égalité femmes-hommes, il est prévu également. Pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Qu'est-ce que ça veut dire quand on s'appelle Othmane Nasrou et qu'on est candidat à Trappes, notamment pour les municipales, d'utiliser ce terme ? Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens que vous avez souhaité représenter ? Alors d'abord, c'est très drôle que vous me parliez de mes origines ou de mon prénom. Mais parce que justement... Et cette idée qu'on a aujourd'hui dans notre pays de vouloir toujours... C'est Nora Hamadi qui vous pose la question, donc je peux quand même me le permettre. Moi, que vous vous appeliez Nora Hamadi... Non, mais je vous le dis, moi j'assume de vous poser cette question. Moi, je vois une Française. Je vois une Française, je ne vois pas une couleur de peau, une religion, une origine. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous me permettez que je puisse finir une phrase, je pourrai plus facilement vous répondre. Ce que je vous dis, c'est que nous avons dans notre pays des principes que chacun doit faire sien. Voilà, et ça je l'assume pleinement. Et cette intégration, cette fausse générosité qui consiste à accueillir des gens en ne s'assurant pas qu'ils s'approprient un certain nombre de principes, en ne s'assurant pas qu'ils parlent suffisamment bien le français, et à la fois leur proposer les contenus pour, mais le sanctionner par un examen pour qu'on vérifie leur niveau de français, je vous le dis, c'est une hypocrisie. Et ça ne peut pas marcher. Et l'assimilation, c'est le terme dans le Code civil, il n'a rien d'infamant. Mais je veux le dire encore une fois, ce pays s'honore de pouvoir voir des gens, des citoyens, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau, leur religion. La seule chose qui est demandée, et c'est une exigence, et j'y tiens absolument, c'est bien sûr qu'il y ait un socle commun, un référentiel qui soit partagé. Appelez-le comme vous voulez. Oui. Aujourd'hui, dans le parcours qui existe, ce volume, ce volet sur les valeurs est insuffisant de mon point de vue, et je veux le renforcer, et nous allons le faire. Bon, on va avancer sur les pistes que vous proposez. Je précise que la définition que j'avais donnée tout à l'heure, assimilation, intégration, c'est pas ma définition. Hein. J'ai repris la définition typiquement de la Fondation Robert Schuman, donc c'est pas moi qui ai mis ces mots-là derrière. Donc, vous faites le choix d'employer ce mot d'assimilation. Maintenant, dans les faits, votre solution pour relancer ce moteur que vous dites cassé. Vous dites, voilà, on a un moteur qui est cassé en France. Vous dites, la maîtrise du français est obligatoire. Aujourd'hui, qu'on comprenne bien, quand vous faites une demande aujourd'hui de carte de séjour ou de carte de résident, vous devez passer un examen de français, vous devez maîtriser un certain niveau de français. Vous dites que ce n'est pas suffisant ? Je vous dis que ce n'est pas le cas. Au moment où je vous parle, il n'y a pas d'examen qui sanctionne le niveau de français. Il y a une obligation de suivre un certain nombre d'heures de cours, mais pas d'examen. La loi de janvier dernier prévoit un examen et nous allons le mettre en œuvre et nous allons même accélérer sa mise en œuvre pour qu'effectivement il y ait un examen, que ce ne soit pas simplement une obligation d'assiduité, c'est ce qui existe aujourd'hui, mais bien une vérification par un examen du niveau de langue quand on demande un titre de séjour pluriannuel ou quand on demande une carte de résident. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu à côté du sujet, cher Othmane Nasrou, puisque au départ, votre secrétariat d'État devait s'appeler le secrétariat d'État à la laïcité, sauf erreur de ma part. En tout cas, c'était la première dénomination qui était sortie dans la presse.
Et puis, cette dénomination a été perçue comme stigmatisante pour les musulmans. Et donc, il y a eu un changement vers la citoyenneté et puis carrément ensuite la lutte contre les discriminations. Vous pouvez... En termes d'intégration, qu'est-ce qui pose problème? Où est le séparatisme? On voit bien aujourd'hui en France qu'il y a un séparatisme fort de la part d'une partie de la communauté musulmane. On le sait, c'est ça qui crée du vote RN, c'est ça qui bouscule beaucoup notre société, et ça ne vaut pas qu'en France, c'est valable en Angleterre, dans d'autres pays d'Europe. À partir du moment où on est sur ces sujets d'examen de français, etc., est-ce qu'on n'est pas à côté du sujet? Vous avez d'excellents établissements scolaires sur le plan du niveau qui sont suspectés d'être influencés par des islamistes. Je parle par exemple du lycée Averroès. Vous avez des islamistes qui sont parfaitement lettrés et qui peuvent parfaitement passer votre examen de français. C'est pas pour autant qu'ils seront ni intégrés ni assimilés à la société française. Donc, est-ce que vous n'avez pas là des pudeurs par rapport au vrai sujet, parce qu'en fait, vous restez malgré tout, malgré Retailleau, malgré tout ça, englué dans une forme de politiquement correct? D'abord, sur la laïcité, je veux vous redire que c'est une priorité et vous êtes peut-être mieux informé que moi, Charles Consigny. Il n'y a pas eu de débat. J'ai lu la presse. Oui, mais la presse n'est pas toujours bien renseignée. En l'occurrence, ce que je peux vous dire, c'est que depuis le départ, le terme de laïcité est inclus dans la citoyenneté et je le porte pleinement. Et c'est un bien précieux que nous avons l'intention, et le Premier ministre Michel Barnier l'a dit, de défendre à chaque fois et sans qu'il n'y ait aucun recul. Ça, c'était sur le sujet de la laïcité. Je veux vous dire que nous allons aussi mettre en place des tests civiques pour vérifier l'adhésion à un certain nombre de principes et de valeurs. Un test de valeurs valeurs républicaines. Vous voulez mettre en place à destination de qui et quelle forme prendrait-il? Alors là aussi, il prendra la même forme qu'un test de langue, mais avec des questions pour vérifier la connaissance de l'histoire de France, pour vérifier l'assimilation. Vous voyez, le mot vient de lui-même, d'un certain nombre de principes, parce que c'est ça que ça veut dire, par exemple sur la laïcité, en posant des questions pour vérifier que ce ne sont pas simplement des contenus qui ont été écoutés et entendus, mais qui ont réellement été compris, et ça me paraît normal. Je veux juste vous dire que beaucoup de pays... De qui est-ce que ce serait à destination de tous les étrangers, de ceux qui demandent des cartes de séjour, des cartes de résidence, ceux qui demandent à une... Alors c'est déjà le cas pour ceux qui demandent à être naturalisés. Les demandeurs d'asile, est-ce que ce serait valable aussi pour les demandeurs d'asile? C'est à destination de qui ces tests? Alors, aujourd'hui, ils sont à destination de ceux qui demandent un titre de séjour pluriannuel ou une carte de résident. Je souhaite, moi, à terme, nous aurons cette discussion en temps utile, qu'on homogénéise l'ensemble de ces tests et qu'il y ait systématiquement un test de français et un test civique sur toutes les voies que vous avez citées, y compris la naturalisation, ce qui est normal. Y compris les demandeurs d'asile? Y compris les demandeurs d'asile, on peut très bien vérifier naturellement leur niveau de langue. Un demandeur d'asile, pardonnez-moi juste Charles, un demandeur d'asile qui ne maîtriserait pas le français, qu'est-ce qui se passe chez lui? D'abord, on peut très bien lui proposer des cours supplémentaires, on peut très bien lui proposer de repasser l'examen. Vous avez raison de dire qu'un réfugié qui a le droit d'asile dans notre pays ne peut pas être expulsé s'il a obtenu le droit d'asile, s'il est éligible ou droit d'asile comme réfugié ou à la protection subsidiaire du simple fait de ne pas avoir réussi cet examen. Ça n'est pas une raison pour ne pas le mettre dans ce même cursus. Et ça se fait déjà aujourd'hui. Ça se fait déjà. Donc il n'aura pas ce statut de réfugié tant qu'il n'aura pas validé son examen de français? Non, parce que constitutionnellement, on ne pourrait pas lui refuser le statut de réfugié uniquement pour ne pas avoir passé l'examen de français. C'est le seul cas dans lequel... Donc ce ne sera pas valable pour les demandeurs d'asile. Pour les naturalisations, pour les titres de séjour pluriannuels et pour les cartes de résident, là, ce sera totalement opposable, on pourra refuser. Je veux juste vous préciser une chose, beaucoup de pays européens le font déjà. Donc ce que je vous dis là existe chez la plupart de nos voisins. Mais là-dedans, on voit bien que l'objectif est effectivement d'avoir une forme d'immigration choisie, de faire en sorte d'avoir un niveau à peu près du collège en ce qui concerne le niveau de français, sur les connaissances par rapport à l'histoire française. On serait d'ailleurs étonné de voir quel type de questions sont posées. Est-ce que même des Français sont en capacité ou pas de répondre? Mais là-dedans, est-ce que l'objectif c'est de faire véritablement une immigration choisie? Et donc, question subsidiaire, à partir du moment où on a une immigration choisie, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui permettent à la France de fonctionner dans les restaurants, avec la voirie, qui travaillent avec la petite enfance et qui ne seraient peut-être pas susceptibles d'avoir cet examen. Est-ce que ça veut dire que cette immigration-là, qui sont les premiers de corvée, si vous me permettez l'expression, et qui prennent des emplois que beaucoup ne veulent pas prendre, ne sont plus les bienvenus? Madame, je vais essayer de vous répondre très clairement. Un étranger qui travaille ou qui veut travailler, qui respecte les règles, qui aime la France,
qui fait cet effort d'intégration ne pose pas de problème. Ce n'est pas mon sujet. Et je vous le dis là aussi parce que quand vous dites qu'il n'y arriverait pas, je ne partage pas cette forme de condescendance que vous avez pour les gens que vous avez cités. Il faudrait peut-être 10 ans avant qu'ils soient régularisés. Vous n'avez pas interrompu. Je vous dis que nous allons proposer des cours de langue, nous allons proposer des modules de connaissances de l'histoire de France. Tout cela est déjà prévu aujourd'hui par l'OFIN. Nous allons renforcer ces contenus-là. Il y a 4 jours de formation qui sont prévus aujourd'hui dans le parcours d'intégration. Moi, je souhaite que le volet valeurs républicaines soit renforcé. C'est pas beaucoup, 4 jours. Oui, mais tout à fait. Donc il faut qu'on le renforce. Et on peut prescrire aujourd'hui jusqu'à 600 heures d'apprentissage du français. Ça peut être davantage. Mais moi, je vous le dis, c'est une fausse générosité que de vouloir faire semblant d'intégrer les gens en n'essayant pas de les amener au bon niveau de français et à la bonne connaissance de ce qui fait que nous sommes une seule société, madame. Une seule société. C'est important aussi parce qu'il n'y aura pas de cohésion nationale et il n'y aura pas de réussite pour ces personnes que vous avez citées, si on n'a pas vis-à-vis d'eux la même exigence. Et cette exigence, je vous le dis, c'est aussi une chance, à condition bien sûr qu'on les accompagne, et c'est notre intention. Est-ce que vous aurez les moyens de vos ambitions? Le budget immigration est légèrement en baisse, il y a une coupe de 100 millions d'euros, il se divise en 2 parties. Quand on regarde la plus grande partie des dépenses, les 2,05 milliards, c'est pour l'immigration et pour l'asile. La petite partie, donc votre partie à vous, 18%, c'est pour l'intégration et l'accès à la nationalité française. Alors, il y aura un débat au Parlement, un débat budgétaire. Nous verrons les ajustements qui seront trouvés. Il y a une baisse qui est due aussi au nombre de réfugiés ukrainiens qui baissent sur notre territoire. Et donc, forcément, les dépenses afférentes sont à réévaluer à la baisse. Mais en l'occurrence, moi, je peux vous le dire, s'agissant de l'intégration, avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, les moyens seront là. Vous êtes satisfait de votre budget en l'état? Moi, je ne fais pas partie de ceux qui cherche à complexifier les choses. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un budget qui est difficile parce que la situation du pays est difficile. Donc, nous devons tous faire des efforts. Moi, je vous le dis, il y a aussi des choses qui sont attendues de nous qui ne sont pas simplement de l'ordre du levier budgétaire. Tout ce que j'ai cité tout à l'heure n'occasionne pas en lui-même des dépenses faramineuses de plus. Voilà. Par contre, être exigeant, savoir ce qu'on attend, quel contrat républicain on propose à ceux qu'on accueille, ça, ce sont des sujets importants qui ne doivent pas être tabous. Je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Nora au sujet de ces fameux tests de valeurs républicaines. Qui aura-t-il? Qu'est-ce qu'il y aura dans ces textes? On s'est un petit peu renseigné, on a un petit peu regardé tout à l'heure le procédé de naturalisation. Et là, effectivement, il y a un entretien et on demande aux personnes qui vont naturaliser français de répondre à un certain nombre de questions sur l'histoire de France. Alors, on a pris quelques exemples de questions. Je me permets de vous les poser. De quand date la devise de la France, liberté, égalité, fraternité? Franchement, on ne va pas jouer à ce jeu-là. On ne va pas jouer à ce jeu-là. C'est intéressant. Non, mais on pose ça à des étrangers. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que des Français connaissent la réponse à ces questions? Madame, je suis Moi, je ne connais pas. Nora ne sait pas. Je ne connais pas cette réponse. Non, justement. Quelques temps après. Non. Elle s'inspire de la Révolution. Elle s'inspire de la Révolution, mais elle n'est inscrite dans la Constitution française que depuis 1848. Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que je peux vous en faire une deuxième ou... oui. Mais de toute façon, vous poserez les questions que vous voudrez. Non, en fait, c'est juste pour donner une idée quand même. Si, allons sur la deuxième, parce que c'est quand même intéressant. Question, personne sur ce plateau ne réussit le test. Personne n'a réussi le test sur la première question. Deuxième question. Qui a dit la liberté commence où l'ignorance finit? C'est pas Victor Hugo? Non. Victor Hugo. Ah. Exactement. J'ai un sur 2. Un point. Admis à la nation. Troisième question. De quand date la Déclaration universelle des droits de l'homme? C'est autour de Nora de répondre. Ouais, mais... C'est pas 48, quelque chose 48. 48. Deuxième point pour Charles. Vous allez avoir votre nationalité française, Charles. Allez, je vous en pose une dernière. Quel événement s'est déroulé le jour de la Saint-Barthélemy en 1572? Un massacre de protestants, non? Bien sûr. Hein? Pas mauvais. Non, mais en fait, voilà. On voit quand même la difficulté. Voilà, c'est quand même pas rien. Je veux dire, il y a quand même un certain nombre de Français, nous-mêmes autour de la table. Soyons clairs, soyons sincères, on n'est pas capable de répondre à ces questions. Examen pour l'agrégation d'histoire et pour la naturalisation. Par souci d'économie, on a regroupé les candidats. C'est ça que ne nous dit pas le ministre Nasrou. En l'occurrence, au-delà du jeu que vous nous avez proposé, il y aura bien sûr un travail. Non, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que le choix de ces questions, le choix du contenu et encore une fois l'apprentissage qui sera fait en amont de ces questions, ça fera l'objet évidemment d'un travail très sérieux. Ce n'est pas moi qui vais le décider, c'est un comité que nous allons constituer pour travailler sur ces sujets-là. Mais je veux vous le redire, la plupart de nos voisins font exactement la même chose et ça n'a rien d'infamant, au contraire. Alors,
Je voudrais. Vous êtes donc ministre aussi de la lutte contre les discriminations et de l'intégration. Là, on entend beaucoup parler des devoirs de ceux qui prétendent à entrer sur le territoire national. Il y a aussi potentiellement des droits quand il s'agit en fait d'intégration. Comment est-ce qu'on garantit les mêmes droits pour tous, liberté, égalité, fraternité? Et là, je vais arriver tout bêtement au cadre scolaire. On sait que typiquement dans certains quartiers populaires notamment, qui concentrent beaucoup de populations primo-arrivantes, le rapport à l'école, l'école est moins dotée, il y a moins de professeurs, parfois moins formés ou alors absents, pas nommés. Il y a aussi de moins en moins d'animateurs, de moins en moins de personnel, de moins en moins de policiers. Là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas aussi un volet sur les devoirs de l'État quand il s'agit de mieux intégrer et donc de donner les mêmes chances à tous? Je veux vous dire, madame, que vous avez raison de dire que les droits et les devoirs vont ensemble. Et évidemment que face à cette exigence en matière de respect des règles, d'intégration, il faut qu'il y ait en face une égalité des chances, et j'y suis extrêmement attaché. Égalité des droits. Égalité des droits, tout à fait. Les deux d'ailleurs, les deux. Moi, je suis fier de vivre dans un pays qui se fixe comme objectif que nul, précisément, ne doit être agressé, insulté, entravé en raison de son origine, de sa religion, de sa couleur de peau. C'est l'universalisme républicain. Il y a encore du chemin à faire. Je sais que cette promesse républicaine, elle est imparfaite aujourd'hui, mais encore une fois, nous allons nous retrousser les manches et nous allons essayer d'y arriver. Et je vous le dis simplement parce qu'en ce moment, nous avons un sujet, je veux le mentionner sur votre plateau, de lutte contre l'homophobie. Dans les actes homophobes ont explosé dans notre pays. C'est aussi un sujet d'égalité des droits, notamment dans le sport. Et vous avez rendez-vous d'ailleurs jeudi avec la Ligue pour faire vivre et la cette Fédération égalité française de foot après les incidents du match entre le PSG et Strasbourg. Merci beaucoup, Othmane Nasrou, d'avoir accepté notre invitation ce soir.